Witcher? Folk have forgotten it. I've lived through a whole dark age and 3 supposed end of days. Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? I run into dilemmas all the time. Situations where it's hard to judge, hard to know what's right, make a decision. This is not one of them. Killing monsters is not something to be taken lightly. That we do. L'automne dernier, alors que les chaînes chtoniennes d'Halloween cédaient à nouveau face à la puissance vengeresse du terrifiant spectre hivernal annonçant Noël, que certains appellent aussi Maria Carey, enfin ça tout dépend de vos croyances, la plateforme où vous avez sans nul doute passé plus de temps à vous demander ce que vous alliez regarder ce soir, plutôt que de vous atteler concrètement à visionner quelque chose, s'était décidé enfin à sortir la suite de l'adaptation des romans, The Witcher. Tandis que sortait en début novembre un nouveau roman autour de la franchise. Tout ça pour le plus grand bonheur de certains et le plus grand malheur d'autres. Et d'ailleurs, Netflix ne revient pas seulement avec une saison, mais avec un épisode spécial en bonus, qui devait être aussi une mini-série à la base. Enfin, que demande le peuple? Je sais pas, des efforts, faites un truc quoi, enfin c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, je m'égare. Quoi qu'il en soit, Gérald de Rive, alors oui, maintenant, c'est lui dans la série. À vous regretter Henri Cavill? Alors perso, pour moi, c'est du pareil au même, j'aime aucun des deux. C'est insupportable, enfin, votre attitude! Gérald de Rive, vous avez, je pense, pour la plupart, déjà vu sa tronche. On sera en 2002, je dis pas, mais depuis 2015, avec l'explosion du 3e opus de la trilogie de jeux vidéo, on connaît le Witcher. C'est rentré dans le domaine du commun, le fameux mainstream. Avouez qu'il a l'air bien rigolard, là, à tenter de gagner sa croûte en tuant des bestioles, noyeurs, ghouls, et toute autre saloperie qui, au détour d'un champêtre après-midi, vous disloquerait nonchalamment la nuque et ferait une fricadelle de votre moelle épinière. Mais pas Gérald. Ah ça non, car ce vieux bougon grisonnant, c'est un archétype. Celui du pistolero solitaire, du Ronin des films de samouraï renégat. C'est un sorceleur, un witcher, un tueur de monstres. Implacable et dénué de tout sentiment, à ce qu'on dit, il parcourt le monde de contrat en contrat en maintenant une neutralité absolue dans toute intrigue de village, régicide et autres pogroms sur son chemin. Sauf que si vous avez joué au jeu The Witcher de CD Projekt Red, lu les livres ou vu la série, tiens, vu qu'on en parle, vous savez de quoi il s'agit, et c'est même, surtout, le contraire. Au-delà d'être un énorme poissard, parce que ça, oui, il faut se le dire, il s'implique tout le temps. C'est plus fort que lui en fait, c'est juste la plus grosse commère de tous les royaumes du Nord. À chaque fois c'est pareil, il voit une embrouille à la cité, il ne peut pas s'empêcher d'y aller, et vas-y que je me fous mon grain de sel, faire mon père la morale à tout le monde, et gna gna gna, les humains c'est les vrais monstres, les sorceleurs ne meurent jamais dans leur lit. Je hais ce siècle. Ah non, ça c'est pas le même vieux gars. Mais il y a une chose qui, moi, m'a toujours marqué. Un détail qu'on peut excuser aux jeux vidéo, mais qui explique pourquoi Netflix nous a fait une des plus grosses séries B et un peu nulles qu'ils ont jamais produites. Et bordel, pourtant, les concurrents, c'est pas ça qui manque. C'est que tout ce qui touche aux sorceleurs, finalement, on s'en fout un peu. Je vais peut-être commencer avec un peu de contexte avant d'aller plus loin. Non, ce serait pas mal. C'est en 1986, en Pologne, que le magazine Fantastica publie dans ses pages pour la première fois la nouvelle Wiedźmin de l'écrivain Andrzej Sapkowski. Hello, ladies and gentlemen. Le mot Wiedźmin, sorceleur, est un dérivé du mot Wenmak, qui en slave désigne des gens capables d'affronter des personnes possédées par le malin ou de soigner des maladies. La publication sera l'amorce de l'œuvre principale de ce dernier, la saga du sorceleur et de la sorceleuse. Le sorceleur, dans sa forme première de livre, se compose à l'origine d'une série de romans. L'auteur considère que les différentes bandes dessinées et jeux vidéo ne font pas vraiment partie de sa saga. Bon, ça a changé récemment avec un peu son dernier roman qu'il a sorti, parce que il a adoubé un peu les jeux vidéo et la série en les citant, enfin quelques références. Depuis les 2 dernières décennies, les romans sont devenus une franchise et ont embrassé la désormais mode du transmédia, et se sont ainsi déclinés sous quasiment tous les supports visuels. Comme je le disais plus tôt, vous avez pu l'apercevoir dans la superbe adaptation faisant suite au roman par le support de jeux vidéo multiprimé, la trilogie de CD Projekt Red, That was a good game. mais aussi en comics, en jeu de cartes, et si vous n'êtes toujours pas satisfait, on vous a donc fait une série avec anciennement dans le rôle principal Henri Cavill, remplacé par Liam Hemsworth, et oh là là, quelle perte mes amis, quel acteur formidable qui a su habiter une performance de
On reste concentré 2 secondes, hein. Merci. Oui, donc je disais, il est parti s'amuser avec son coffre à jouets de Warhammer parce que monsieur y gatekeepait sur les plateaux, il est devenu hautement désagréable, notamment plus spécifiquement avec les femmes sur le plateau. Pour finir de planter le décor, The Witcher, c'est basiquement un univers d'inspiration médiévale lorgnant vers la dark fantasy. La dark fantasy, c'est un sous-genre de la littérature fantastique, caractérisé par une atmosphère sombre, des thèmes macabres, des éléments horrifiques et une moralité ambiguë. Genre Berserk. Oui, Berserk, oui, avec Guts, et oui, le terrifiant Griffith. Oh, pardon, autant pour moi, je voulais dire Griffith. Oh oui, ça va, hein, les fans de Berserk, moi aussi j'adore le travail de Kentaro Miura, et avouez que c'est un peu la même chose. Bon, et alors, pour les gens du fond de la classe, concrètement, ça parle de quoi, The Witcher ? On y suit Geralt de Rive, un tueur de monstres, un sorceleur. L'histoire nous parle de ses pérégrinations avec son amour destiné à la magicienne Yennefer, ainsi que son pote de toujours, Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, whoa. Jasquier, barde et narrateur, dans leur course effrénée à la poursuite de la pupille de Geralt, Ciri, dont l'héritage du sang, autant métaphoriquement que diplomatiquement, est convoité dans tout le pays. Diplomatiquement, parce que la géopolitique du monde de The Witcher est le moteur principal de son histoire. Tout bouge par les engrenages des complots de succession et couronnements douteux. Le récit se qualifie de saga, en écho au texte scandinave, tout simplement parce que c'est dans l'essence même de leur récit. Les bouquins de Sapkowski parlent du fait même des légendes et de l'épique, marqué par la récurrence de motifs renvoyant au mythe arthurien tout au long de l'épopée. Ça appuie la dimension légendaire de ce dernier, le tout imbriqué dans des reprises de contes et légendes européennes, inspiration qui transparaît également par des éléments comme l'ouvrage fictif Monstrum, décrivant les sorceleurs comme des créatures impies. On y trouve un parallèle assez évident avec le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, un livre écrit en 1486 qui fait partie des nombreux objets de persécution pendant les chasses aux sorcières en Europe durant le XVe siècle. Si vous avez déjà vu The Witcher, ça emprunte à La Belle et la Bête, à La Petite Sirène et à pléthore d'autres contes et légendes. Des contes déformés, dénaturés, ou plus proches de leur matrice originelle. Vous en laissez seul juge, et parce que c'est en grande partie cela la geste de Geralt, une aventure sur la filiation de la vérité. Et avec tous ces éléments, on peut facilement en conclure de manière tout à fait logique que The Witcher, c'est comme Shrek en fait. Faites pas semblant, vous voyez ce que je veux dire, et quand bien même je vous vois rigoler, vous savez ce que Shrek et The Witcher, ils ont d'autre en commun ? Le roi Arthur. Oui, carrément, oui, juste ça. Dans The Witcher 3, l'équipe s'est même amusée à parsemer le jeu de clins d'œil plus actuels. Mais le mythe arthurien, c'est autre chose. C'est un sous-texte qui accompagne l'intégralité du récit. C'est-à-dire que le dernier tome de la trame principale s'appelle La Dame du Lac, quand même. Il y a Galahad dedans, et je vais pas rentrer dans les détails de tout l'aspect métatextuel qui traverse de long en large l'histoire, mais pour faire simple, la clé de voûte de tout cela, c'est Ciri, la pupille de Geralt, qui, de par ses pouvoirs, permet tout ce micmac référentiel. Elle est d'ailleurs elle-même la Dame du Lac à un moment de l'histoire. Si la série avait eu un tant soit peu d'ambition, aurait pu facilement mettre en place dès la saison 1, histoire que cela ne débarque pas comme un cheveu sur la soupe plus tard. Oui. Mais quand même, non. Donc je vous le demande, connaissez-vous le roi Arthur ? Le mythe arthurien, en effet, un sacré morceau, Excalibur, la fée Morgane, Merlin l'enchanteur, Mordred, la table ronde et que sais-je. C'est quelque chose qui habite tellement d'œuvres culturelles que ça me paraît difficile d'imaginer quelqu'un qui n'aurait aucun de ces éléments de référence de cette légende. Alors en plus, nous en France, n'en parlons même pas, on a un petit truc qui en parle vite fait, quoi. Interprète, warrior. Dans un précédent épisode de la chaîne sur le film 3000 ans à t'attendre, je vous avais parlé de narratologie, ainsi que de l'utilité des récits dans les rapports de domination. Allez la voir, je vais pas me répéter, mais le cycle arthurien en est une super représentation. C'est un récit auquel plusieurs auteurs, aux envies et motivations différentes, ont amené leurs propres matériaux à l'histoire, chacun leur tour. C'est de celle de Thomas Malory d'où sortent la majeure partie des influences dans The Witcher, avec la publication de Le Mortet d'Arthur. En fait, au Moyen-Âge, on a tendance à faire d'Arthur un souverain bien réel. Encore une fois, en fonction de qui gratte le papier. Parfois un roi plus sage que tous les Gandalf que vous pouvez imaginer, tantôt plus valeureux que Croustibat. Ce qui amène nombre de monarques européens à jouer au jeu de qui c'est qui descendit le plus du roi Arthur. Pourquoi ? Bah pensez-vous donc, pour asseoir une légitimité de domination sur des lieux, enfin, histoire d'arriver chez le voisin et de dire « Alors voyez, le truc c'est que Arthur, c'est mon arrière-arrière-grand-papy. Et il aurait voulu que ce truc me revienne, voilà. »
Donc rien de perso à ce que je vous annihile, hein, désolé, je fais pas les règles. Hein. Côté britannique, par exemple, il renvoie à un passé glorieux, noble, ce qui permet de justifier quelques conquêtes. 3 fois rien, vous inquiétez pas. Puis, cette pluralité de récits, elle va s'immiscer dans des films, des romans, des mangas, des séries, des jeux vidéo, faisant du roi et de son mythe des figures multiples et changeantes, dont toutes les représentations coexistent dans un tronc commun, dans nos petites têtes, et elles n'ont en finalité qu'un seul but, attester le propos de leur narrateur. C'est ce que cherche à montrer l'auteur de The Witcher dans ses livres. Et c'est pour ça que nombre de batailles majeures sont rapportées au lecteur et non vécues directement. S'il en est que les aventures de la table ronde, c'est bien rigolo. Vous allez me dire que je ne vous dis toujours pas pourquoi on s'en fout des sorceleurs. Et vous auriez bien raison. Et d'un groupe de guerriers à l'autre. Tout à l'heure, je parlais de Berserk, qui par ailleurs est sorti 4 ans après les débuts des premières aventures du Loup Blanc. Oui, parce que ces années-là, c'est l'époque des gros mecs bien taciturnes et solitaires, qui ne sourient jamais et qui peuvent te tuer juste en te regardant mal. Aujourd'hui, c'est plus l'époque des papas célibataires Golgoth dont l'enfant est l'élu et qui tue tout le monde pour le protéger. C'est ça les nouveaux pères du coup ? Je comprends plus rien moi. Enfin, je disais, Berserk, représentation iconique de la dark fantasy au Japon, entre autres. Hein, oui, vous commencez à le voir venir. Voici le moment du pays du soleil levant. Et plus particulièrement du truc qui tilte n'importe quel bonhomme un peu prépubère, les samouraïs. Vous savez, c'est cette figure qu'on se tape à toutes les sauces et que visiblement ça saoule personne. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre ce qu'est un samouraï quand même. Je pense que ça évoque quelque chose à tout le monde, même vaguement. C'est au demeurant plus simplement une classe sociale guerrière, une caste qui a fini par se trouver prise dans un moment de l'histoire ou à la sortie de l'ère Sengoku. Basiquement, c'est un genre de période de guerre ininterrompue pour se disputer qui va gouverner le Japon. Voyez ça comme un moment de l'histoire où le Japon a dit « Battle Royale sur 100 ans ». Et donc, il a fallu des samouraïs dans une certaine mesure, bien évidemment, sauf qu'après, la tuile, de manière très simplifiée, ce sera l'époque de l'unification du Japon, sous le règne des Tokugawa. Il y a 2 chemins finalement. Dissoudre ce corps armé parce que leur office est fait, et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Ou alors, leur créer un nouvel ennemi, ou tout du moins, eux en cherchent un. Parce que de la plupart des samouraïs vont émerger de plus en plus ce qu'on appelle des ronin, c'est-à-dire des samouraïs sans maître, oui, des mercenaires si vous voulez, et finalement c'est à ces figures auxquelles on pense le plus aujourd'hui quand on parle de samouraï. Et même pour aller plus loin, dans Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, le médiévalisme hier et aujourd'hui, la caractérisation du ronin pop culturel est définie comme Akira Kurosawa propose avec Yojimbo de mettre en scène un samouraï sans maître. Un ronin foncièrement individualiste, qui refuse de choisir un camp, inspiré par la figure du cow-boy et du détective privé des romans hard-boiled américains. Et puis là, j'imagine que vous avez des millions d'exemples en tête, tout ça fort d'un soft power japonais ultra agressif ayant bien fait son taf. Et quitte à parler d'imaginaire, attardons-nous sur le mot ronin. Métaphoriquement, et de par son étymologie, il renvoie à l'errance. Les ronin étaient dans une catégorie sociale floue selon les critères de la hiérarchie sociale du Japon féodal. Contrairement aux anciens samouraïs de naissance, de par un transfert de privilèges du fait de porter le sabre, on était sur une frontière plus floue sur leur appartenance de rattachement aux classes dites nobles. Oui, et du coup, loin de la représentation popularisée, au Japon, c'est plutôt des gens qu'on n'invite pas vraiment chez soi. Loin de la figure du héros romantique, c'est plus un anticonformiste dont on préfère se tenir éloigné, comme des individus ou des regroupements, comme le kabukimono, qui semblent échapper à la stricte hiérarchie sociale. De toute façon, cet imaginaire, c'est comme le Bushido, le fameux code d'honneur des samouraïs, ça s'inscrit dans un roman national. Car il y a beaucoup de notre perception du médiévalisme japonais qui à la base est surtout un propre produit de nos projections. Une vision du samouraï en comparatif du chevalier européen, on la retrouve surtout dans le Bushido, l'âme du Japon, publié en 1900 par Inazo Nitobe, un japonais converti au quakerisme qui écrit en anglais pour un public occidental. Alors c'est quoi le quakerisme ? Ça là, non. En fait, leurs noms ont été utilisés pour brander cette marque, mais c'est avant tout une branche religieuse chrétienne fondée en 1650 en Angleterre qui aime à se faire appeler la Société des Amis. Ah, comme c'est mignon. Nitobe vient inscrire la disparition des chevaliers et des samouraïs comme la perte des valeurs morales, alors que dans les faits, il transforme des pratiques guerrières complexes qui ont évolué pendant des siècles en un code moral unique et intemporel. Comme le récit d'un certain roi, dont une certaine interprétation serait synonyme d'un passé glorieux et légitime. C'est fou, non ? Pour faire simple et revenir aux ronin, leur quotidien était communément rythmé par la recherche de contrats pour faire valoir leurs pratiques martiales, garde du corps et autres missions impliquant de se salir les mains,
Des bons mercenaires qui jonglent avec leurs lames, ou alors ils foutaient rien, ou mettaient en scène leur statut par le théâtre, romantisant encore plus leurs conditions. Donc le lien se tisse de lui-même finalement. On a dans l'œuvre de Sapkowski les fameuses épées en argent de sorceleurs, connues et identifiables par tous dans la diégèse du livre. Des maraudeurs sans origine réelle ni lieu d'appartenance, considérés comme vénaux et causant du grabuge. Des parias dont le monde n'a plus besoin. J'invente rien dans le parallèle, j'arrive même après la bataille. Ça transparaît dans l'ADN global de la case de Geralt, c'est même devenu l'idée de Witcher Ronin, un bouquin what if qui intègre l'histoire de Geralt dans le Japon féodal. Non mais en même temps, je vais pas leur jeter la pierre, il y a Vagabond qui existe du coup. C'est d'autant plus tentant d'aller chercher dans cette esthétique. Bon, et puis parlons vrai, parce que oui, l'histoire des sorceleurs dans The Witcher, c'est ni plus ni moins que ça. Dans un contexte d'emploi des guerriers pour un boulot, en l'occurrence tuer des monstres, sauf qu'on fait quoi quand il n'y a plus de monstres? Et oui, la tuile! C'est un changement de paradigme finalement qui vient appuyer un des thèmes prédominants des bouquins. Le monde est un cycle d'histoire rémanente qui ne cesse de se répondre, faisant des sorceleurs les nouveaux monstres. Doesn't rhyme. All good predictions rhyme. Si, pour la plupart des personnes ayant découvert les pérégrinations de Geralt par le prisme vidéoludique, on voit le cheveu blanc comme une machine à tuer fourbissant 20 monstres pendant chacun de ses temps de repos à la salle, en vérité, le rapport aux monstres est très différent dans les livres. Ils en sont quasiment absents, renvoyés au stade de mythes fumeux dont on s'en fout un peu à vrai dire. Parce qu'ils sont plus là, ou tout du moins plus suffisamment présents pour représenter une menace pour des humains qui colonisent le continent. Chaque époque a les dieux qu'elle mérite, par extension, chaque époque a les monstres qu'elle réclame. Parce qu'aussi con que ça puisse paraître, dans un monde anthropocène, c'est l'humain qui définit ce qui est monstre. Métaphorique ou non d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on pourrait au premier abord qualifier d'attrait d'une banale dichotomie du bien et du mal, c'est avant tout des altérités qui sont mis au banc de la société, selon tout un tas de critères balisés par nos valeurs morales, nos institutions et nos chères bonnes vieilles mœurs. Je vous disais en intro que c'est bien sympa de dire « Ah oui, les vrais monstres, les humains, gna 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 ». Ok, merci. Ça fait 4 fois que tu me le dis, développe. Ah mais je vous jure, insupportable, on dirait Zack Snyder qui dit « Eh mais Superman, c'est pas un peu Jésus en fait ?» Stop it. Get some help. Et donc pourquoi? Pourquoi désignons-nous des monstres et que disent-ils de notre regard sur notre propre altérité? Parce qu'accepter une différence dans un modèle hégémonique, c'est la tolérer. Et ça a dès lors déjà un impact sur le fait que le paradigme dans lequel on baigne peut se limiter à autre chose qu'une interprétation monolithique. Ce qui pour vous, humains, est une question de politique, et pour nous, elfes, une question de survie. Et donc le monstre est une porte vers un imaginaire d'exploration de notre propre humanité, elle-même prise dans un bras de fer en lutte avec nos propres altérités intestines. D'ailleurs, pour quelque chose d'encore plus poussé, je vous invite à voir la superbe série de vidéos Mauvaise Fille de la chaîne YouTube On se laisse la nuit. Et je vous mets en description parce que c'est super intéressant. Ceci étant dit, pourquoi on se fout des sorceleurs? J'essaie de pas faire mon Zack Snyder là-dessus, promis. Le mal est le mal Stregobor. Petit, grand, moyen, peu importe. Ces dimensions ne sont qu'une question de convention, et la frontière entre ces mots n'existe pas. Je ne suis pas un saint ermite, je n'ai pas fait que le bien dans ma vie. Mais à choisir entre deux mots, je préfère ne pas choisir du tout. C'est sans doute la citation la plus connue des romans The Witcher. Efficace et donnant le ton de l'univers dans lequel on s'apprête à plonger, cette dernière ayant même été choisie pour être le teaser de The Witcher 3 durant sa promotion. What are you doing? Killing monsters. Good one. Ce qu'on peut surtout apprécier comme une superbe catchphrase edgelord type Eren Yeager ou Sasuke, mais la saga du sorceleur, aussi désabusée soit-elle, tout au long des pérégrinations de notre personnage, et ça, vous en serez rendu compte vous-même, peu importe le support par lequel vous appréhendez l'histoire, elle nous le dit clairement, que ça, là, ce truc, précisément, ce n'est pas vrai. C'est le fait le plus gros mensonge de la vision de l'auteur sur la neutralité et sur la condition de Geralt, parce que malgré toutes ces tirades, il tranchera toujours, et ce, même malgré lui. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette phrase, étant un de nos premiers contacts avec la psychologie du sorceleur, elle est surtout l'antithèse même de cette symbolique, étant surtout là pour rappeler que la dernière action qu'entreprend Geralt est une prise de position franche et simple pour la défense de minorités en plein milieu d'un pogrom, laissant derrière lui un principe qu'il ne pouvait et ne voulait pas porter. Dans un dernier acte, il perd la vie et part vers l'Avalon arthurien, pas en acceptant un contrat, en prenant la défense d'un enfant, pas contre un monstre, en prenant un coup de fourche d'un jeune fermier. Et à cet instant, ouais, on s'en foutait des sorceleurs. La raison d'être des sorceleurs a été ébranlée, répondit Geralt sans le moindre sourire. Car la lutte entre le bien et le mal se déroule à présent sur un autre champ de bataille, et elle est menée tout autrement.
Le mal a cessé d'être chaotique. Il a cessé d'être une force aveugle et élémentaire contre laquelle devait s'élever le sorceleur. Un mutant, aussi meurtrier et aussi chaotique que le mal lui-même. Aujourd'hui, on gouverne le mal avec des lois, car il possède des droits. Il s'insigne dans l'esprit des traités de paix, car on a pensé à lui au moment de les rédiger.